Au cours de cette période, le développement de Laval s'intensifie, notamment avec l'arrivée du métro et la construction de nombreux établissements d'importance. Le centre-ville prend également de l'ampleur, entre autres avec la construction du Centropolis. Et par ailleurs, de nombreux événements sont organisés, le tout couronné par les 50 ans de Laval en 2015. De 1989 à 2012, M. Gilles Vaillancourt est maire de la ville de Laval. Puis brièvement, de 2012 jusqu'en novembre 2013, successivement, d'anciens conseillers municipaux seront maires de la ville de Laval pour assurer l'intérim, soit entre autres M. Alexandre Duplessis et Martine Beaugrand. Puis lors de l'élection de novembre 2013, M. Marc Demers donc, a été élu par les électeurs, les électrices de la ville de Laval et il est maire donc de Laval depuis ce temps. C'est en 2002 que débute la construction du métro à Laval, évidemment décliné en 3 stations de métro, soit Montmorency, de la Concorde et également du nom de Cartier. C'est bien avant, cependant, 2002, que les électeurs, les électrices, bref, les citoyens, les citoyennes de Laval désiraient avoir le métro ici. On peut retrouver d'ailleurs sur des images que vous voyez à l'écran, dans des journaux, par exemple, il y a des publicités qui circulaient lors d'une élection, soit le maire de la cité de Pont-Viau, M. Roger Provost, qui à l'époque avait justement mentionné ses projets, ses ambitions, s'il était élu comme maire. Et comme vous pouvez aussi le comprendre, c'est finalement en 2007 que c'est concrétisé de façon plus officielle, donc que les premiers citoyens, citoyennes de Laval ont pu emprunter les stations de métro. Évidemment, ça a pris un bon bout de temps car on a dû, avec les autorités, faire des négociations, également faire plusieurs schémas avant d'en arriver à la conclusion de ce projet ambitieux, soit en 2007. Tout juste à côté de la station de métro Montmorency, ici, il y aura plusieurs, au fil des ans, institutions scolaires qui viendront soit s'implanter, soit s'agrandir. Entre autres, un campus de l'Université de Montréal en 2011. On peut aussi, dans les années 2000, donc dénoter l'agrandissement du collège Montmorency et le collège Le Tendre aussi, école secondaire, viendra s'installer. Et avec les années, il y a plusieurs commerces également, donc condos et habitations résidentielles qui se construisent ici dans le secteur, avec le quartier donc Laval qui prend forme et avec aussi, il faut dire, la Place Belle, donc un amphithéâtre de 10 000 places où il y a des spectacles, événements et avec aussi l'arrivée du club de hockey très populaire, le Rocket de Laval. À l'angle de l'autoroute des Laurentides, ou bien si vous préférez la 15 et du boulevard Saint-Martin, on procédera durant les années 2000 à la construction du Centropolis, d'ailleurs tout juste situé à côté du Cosmodome. Et dans cet endroit, bien sûr, ce sera un endroit qui sera prisé des Lavalloises et des Lavallois parce qu'on aura plusieurs événements festifs, entre autres aussi l'apparition de commerces, de restaurants et de lieux de rassemblement ici sur le territoire lavallois qui deviendront évidemment bientôt des incontournables pour les citoyens et citoyennes de Laval. Dans les années qui suivent, les secteurs adjacents au Centropolis et au carrefour Laval se densifient avec l'apparition de plusieurs tours, notamment à condos et de plusieurs résidences. Déjà dans les années 70, il y a un projet qui circule ici avec cette ambition de pouvoir relier l'est de l'île Jésus à la ville de Montréal. Et justement, pour ce faire, on doit construire un pont et également une autoroute qui, à l'époque, aurait pour nom l'autoroute Saint-Léonard ou l'autoroute 25. Et donc, ce projet aurait relié finalement l'autoroute 440 ici dans l'est de l'île Jésus, soit dans les secteurs du Vernet et Saint-François. Ce n'est finalement qu'en 2007 que ce projet sera lancé, évidemment plusieurs décennies après avoir imaginé pour la première fois ce projet ambitieux. En 2008, la construction débute sous la formule d'ailleurs PPP, soit partenariat public-privé. Ce sera en mai 2011 où la construction du pont sera enfin terminée. Et en 2012, on lui attribuera le nom du pont Olivier Charbonneau en l'honneur du premier résident de l'île Jésus. Peu de temps après la création de la ville de Laval en 1965, pour le conseil municipal de pouvoir protéger et de mettre en valeur le milieu naturel ici sur le territoire lavallois. Et tout devient une priorité avec entre autres la création du Centre de la nature en 1970 sur le terrain entre autres d'une ancienne carrière. Et
Les préoccupations d'ailleurs pour aussi connecter avec la nature et protéger la nature, les tout autant pour les citoyennes et citoyens, avec dans les années 80, entre autres, la réalisation de plusieurs projets considérables et encore de nos jours qu'on peut répertorier avec, entre autres, le boisé Papineau dans Duvernay et aussi la rivière des Mille-Îles qui a été valorisée dans le secteur Sainte-Rose. Déjà dans les années 90, il y a plusieurs initiatives qui sont mises de l'avant par la Ville de Laval là, pour protéger et mettre en valeur les milieux naturels. D'ailleurs, une entente qui survient dès 1998 avec le ministère de la Faune, de l'Environnement, avec le gouvernement péquiste d'alors, pour justement mettre de l'avant plusieurs actions concrètes, dont entre autres la création de la réserve faunique de la rivière des Mille-Îles, et qui jusqu'alors était gérée là, par l'organisme Éco-Nature. Soulignons l'adoption aussi de la politique de conservation et de la mise en valeur aussi, qui a été instaurée en 2009 par la Ville de Laval et plusieurs autres aussi initiatives là, qui ont été mises de l'avant pour protéger plusieurs boisés sur le territoire lavallois. Certes, depuis 1970, le Centre de la nature qui a d'abord été pensé, créé pour évidemment protéger les milieux naturels et mettre en valeur, est devenu aussi au fil des ans un lieu parfait pour pouvoir également y tenir des événements très festifs, dont depuis les années 2000, la tenue annuellement de la Fête de la famille qui soulignait en 2014, ici même, son 15e anniversaire. De 2005 à 2014, le Mondial l'Auto-Québec de Laval fait rayonner la ville en attirant certaines des plus grandes vedettes nationales et internationales de la musique, accompagnées par de vastes collectifs chantants. Créé par l'artiste Grégory Charles, ce festival de musique est un des plus importants au Québec, en plus d'être le plus important carrefour pour les chœurs et les ensembles vocaux en Amérique du Nord. Ici, au Centropolis, il y a plusieurs activités qui sont organisées pour animer et évidemment festoyer avec les Lavalloises et les Lavallois, dont depuis 2007, la grande fête des pompiers de Laval. Cette fête et cet événement est, entre autres, de façon principale mis de l'avant pour faire de la prévention auprès, justement, des résidentes et des résidents de Laval, de la part des pompiers, mais évidemment, le tout dans un cadre très festif avec plusieurs spectacles et démonstrations d'intervention ou de mise en situation auxquelles, de manière quotidienne, les pompiers font face. Depuis 2011 se tient le Festi Weekend qui, d'ailleurs, a remplacé le Village des Arts. Se déroulant sur 6 week-ends consécutifs, mais avec des thématiques différentes, le Festi Weekend est très populaire parce qu'il peut plaire à toute la famille, allant de théâtre justement pour enfants à des spectacles musicaux en plein air. En 2015, la Ville de Laval célèbre ses 50 ans. Et pour ce faire, plusieurs thématiques, plusieurs événements seront mis de l'avant. On parle de centaines de spectacles, événements divers, que ce soit pour le domaine culturel, le domaine sportif, avec plusieurs thématiques. Et les célébrations, d'ailleurs, débutent en grand dès le 31 décembre 2014, justement pour saluer la venue de l'année 2015. Il y aura Laval en blanc, 4 week-ends thématiques, un arbre pour tous, un spectacle tout à fait particulier et spécial, d'ailleurs, où les Cowboys fringants seront les artistes en vedette. Plusieurs aussi événements liés avec l'Orchestre symphonique de Laval seront mis de l'avant, des demi-marathons, bref, toutes sortes de choses qui vont plaire à la population lavalloise et aux familles ici sur le territoire lavallois. Il faut dire que parmi ces événements festifs, il y en aura plusieurs qui seront financés par la Ville de Laval. On d'ailleurs dénombre 42 projets qui ont été initiés par les Lavalloises et les Lavallois qui seront subventionnés par la Ville. C'est un interprète en patrimoine, c'est un historien de formation, Stéphane Tessier. On a abordé tout récemment le développement de l'île Jésus et c'est un des premiers noyaux, un des premiers endroits sur l'île Jésus où il y a un développement important. Saint-François de Sales. Faut dire qu'il y a eu plusieurs étapes, plusieurs développements, mais il y a eu comme une sorte de renaissance également là, pour voir l'aboutissement de ce qu'on connaît. Mais quand on s'est quitté la dernière fois, on avait parlé de la fermeture d'une première église qui avait été fondée à la pointe de l'île. On avait décidé de ne pas la soutenir parce qu'il n'y avait pas assez de gens dans Saint-François. Ils avaient préféré fermer la paroisse et l'église. Puis d'ailleurs, on dit que le mobilier de cette église-là s'est dispersé
à Rivière-des-Prairies, à Terrebonne puis à Lachenay. Peut-être qu'on trouverait des affaires là-bas. Peut-être des... Mais durant toute cette période-là, les gens ne quittent pas la paroisse non plus, ceux qui continuent à vivre. Et ce qui va amener une renaissance de la paroisse de Saint-François, c'est en 1834, c'est la construction du vieux pont de Terrebonne. Les plus vieux, peut-être s'en rappellent, à l'époque, quand une voiture passait, il fallait attendre à l'autre bout parce qu'il n'y avait pas assez de place pour deux voitures. Pas assez, là. Oui. J'ai connu ça, moi. T'as connu ça? Faites-moi pas de vieux sur votre émission, quand même. Mais là, tu parles du vieux, je sais pas, tu parles du passé. mais par contre, quand on regarde ça, toujours la religion, quand on parle de développement des communautés au Québec, dans les précédents siècles, la religion a toujours été derrière le développement des communautés. Souvent, c'est les seuls qui ont les outils financiers. L'argent, c'est ça. Pour soutenir, surtout à l'époque du régime seigneurial, parce qu'il faut se rappeler qu'un seigneur a des obligations. Construire un lieu de culte, des moulins, des chemins. Alors, c'est pas n'importe qui peut soutenir ça financièrement et qui partage cette ferveur religieuse-là, parce que c'est quand même, on en parlait à la dernière capsule, on est loin de tout là, quand on est à Montréal et à Laval. On est aux portes de l'Iroquoisie, on est aux portes de nos ennemis. Là. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que dans cette période-là, la paix est encore là? Oui, depuis 1701 quand même. C'est ça, fait qu'il y a une paix entre les nations. C'est une paix qui règne. Il va falloir attendre la guerre de 7 ans, la guerre de conquête, pour que ça reparte. Mais d'ici la Grande Paix et la conquête, c'est quand même une paix relative. Il y a des petites, rien de très important. Mais justement, à Saint-François, c'est le bourg de Terrebonne. Vous savez, vous avez l'île des Moulins là-bas. C'est un grand centre économique. Et Saint-François, on ne va jamais dire que c'est un village. Okay. On va plutôt le décrire comme un hameau. Parce qu'il n'y a pas assez de concentration villageoise pour décrire ça comme un village. Il n'y a pas de métier de profession libérale, beaucoup, des professeurs, des professionnels, des notaires et tout ça. Ouais. Ils sont de l'autre côté de la rivière. Les gens allaient de l'autre côté de la rivière. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on voit ça encore. Il y a des gens de Saint-François qui vont à Terrebonne faire leurs courses. Là. Exact. Et c'est ça, l'ouverture du pont de Terrebonne en 1834 va faire qu'il y a des terres proches du pont, du côté lavallois, qui va commencer à se lotir, avoir une petite activité économique. Et les gens qui habitaient là, ils vont se dire, on est tanné de payer le péage sur le pont, on a besoin d'une église. Et c'est en 1844 qu'on commence les travaux d'une nouvelle église qui se termine en 51. Qu'on connaît encore maintenant. C'est l'église actuelle qui n'est pas loin du pont de Terrebonne. Et c'est en 1847 que la paroisse est fondée. Et cette église-là va connaître, par exemple, des ennuis, par exemple, comme la première église. Oui, bien, comme le Monseigneur Gros, là, qui aimait les vaches. Giroux, c'est ça. Giroux. Et qui, je pense, n'aimait pas les vaches. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, monsieur le prêtre, je me repens. Je vais faire. Qu'est-ce que vous me donnez à confesse? Qu'est-ce que je dois faire? Un rosaire. Un rosaire. J'ai mon salut Marie, je vais en faire 10 pour vous. Premier juré. Mais c'est parce que je pense que les vaches vont manger, vont brouter. Puis est-ce qu'ils laissent des pommes de route aussi? Les détails, on ne les connaît pas à ce point-là, mais on sait que l'église est, comme l'ancienne, est bâtie près d'étables et de terrains de ferme, de terres agricoles, et les animaux vont brouter et paître aussi sur le perron de l'église. Et c'était pas rare de voir un âne, pas un âne, un veau, une brebis dans une église. Des brebis égarées. Genre de brebis. Des brebis égarées. Oui, mais merci, je vais en paix. Mais par contre, est-ce que c'est... Justement, je permets d'aller plus loin. J'ose certainement. Est-ce que les familles, parce qu'on voit présentement la famille Forget qui a quand même beaucoup de terres agricoles. Est-ce que déjà là, ces familles-là de bâtisseurs forgeaient des noms de rues comme Charbonneau ou autres? On peut voir ces familles-là qui sont déjà dans l'espace-temps ancrées dans les traditions là-bas. Écoutez, depuis le début, il y a des familles pionnières à Saint-François qui sont des familles pionnières qui vont se répandre un peu dans toute l'histoire de Laval. Les Charbonneau, les Labelle, vous avez parlé des Forgets, on va avoir des Cyr, des Boileau, des Vaillancourt. Il y en a plusieurs. Les plus notables, c'est les Charbonneau puis les Labelle. Les Charbonneau, d'ailleurs, la carrière Charbonneau qui est là. Vous avez la maison Charbonneau aussi qui a été abandonnée pendant quelques années. Et alléluia, il se passe de quoi, mon fils, de ce temps-ci? Alors, je crois en Dieu. Alors, mais vous savez... C'est dur de croire. Mais vous avez aussi Guillaume Labelle qui était marié avec la fille de Olivier Charbonneau. Et lui, il va donner le
roi du Nord, l'homme qui disait « Donnez-moi 300 femmes, mais je vais vous peupler le Nord. » OK, le curé Labelle. Oui. OK, mais quand même. Un gars de Sainte-Rose, éventuellement. Qui vient, puis donc, on peut voir qu'on a engendré des belles progénitures avec des belles créatures. Bien sûr, c'est Bernadon. Ah, Mais au point de vue des prêtres aussi, des communautés religieuses, il y a des anecdotes savoureuses aussi. Vous avez le curé Voitier, m'a emmené, parce qu'après le pont, on a des exploitations de carrières à Laval. Et d'ailleurs, les carrières, c'est important, ça, dans le développement économique de Saint-François-de-Sales, là, je pense. Bien vu. Et les carrières, on a besoin de main-d'œuvre. Et le gros de la main-d'œuvre, on a des anglo-protestants. J'ignore, par exemple, aussi qui venaient, mais il faut les loger. Et il y a des gens qui proposent de construire des auberges pour les loger. Le curé de la paroisse, ils n'en veulent pas parce que ça va semer le désordre. Alors, les autres ne prennent pas de la bière d'épinette, je pense. Les Canadiens français, eux autres buvaient de la bière d'épinette. C'est ça. Non, mais les Anglais, justement, les Irlandais ou d'autres souches, eux autres, je pense que c'est de la vraie... Mais on craignait le désordre traîné par les auberges. Et le curé Voitier même a écrit à l'évêque à Québec: est-ce que je tiens ma messe de minuit cette année? Parce que ces gens-là, quand ça boit, j'ai peur qu'ils débarquent dans mon église pendant la messe de minuit. Alors, mais les auberges vont se construire proche du pont, de Terrebonne. Puis je pense qu'on a même... Est-ce que c'est ça aussi? On a ramené l'école près de l'église à un moment donné, puis... Vous savez, proche du pont et de l'église, on va retrouver toutes les institutions un peu du village de Saint-François qu'il y avait à l'époque. Là. La mairie, vous avez l'école des Salésards de Sainte-Croix, je crois qui était là, et vous avez toutes sortes de services. Parce que dans l'église, là, il y avait aussi un magasin général, il y avait toutes sortes de services. D'ailleurs, à Laval, vous avez devant des églises, vous avez souvent des lieux où on peut deviner une ancienne vie de village qui était là. Parce qu'il y a beaucoup de croix sur le territoire lavallois. Oui, ça serait un sujet à couvrir éventuellement. C'est ça, à ouvrir, mais plus en détail ensemble. Mais ne négligeons pas aussi, parce que je pense que ça a été, en tout cas pour toute communauté, on peut le voir, Québec, Montréal, Trois-Rivières, les rivières, les cours d'eau, c'est important aussi, avec les affluents ou des rivières importantes comme des Mille-Îles, des prairies. Ici aussi, c'est important. Il faut faire un peu un retour dans le temps. Là, au début, la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles, c'est les premiers chemins. Les premières maisons qui étaient construites, souvent, étaient bâties le long face à la rivière. Ouais. Puis d'ailleurs, quand on construit les premiers chemins dans les années 1730, les chemins du roi qu'on appelle, car le chemin du roi, c'est pas la rue Notre-Dame à Montréal, c'est un type de chemin. C'est tous les chemins carrossables entre Montréal et Québec et sous ces cours d'eau secondaires. Donc, la rue Saint-Louis à Terrebonne, c'est un chemin du roi. Alors, quand on construit ce chemin-là, c'est sur Épine dorsale-là que va naître un village et les autres villages à venir, plus tard, Saint-Vincent-de-Paul et Sainte-Rose, par exemple. Sainte-Rose, hein? Et des prairies, le nom ne vient pas du fait qu'il y avait des prairies dans le coin. Okay. C'était un gars qui était à Québec. Après un bout de temps à Québec, il y en avait assez, je ne sais pas. Il est venu à Montréal et on ne connaît pas encore le coin. On est à l'époque où on croit encore trouver une route vers la Chine. OK, on est à ce point-là. Oui, on est en 1610 à ce moment-là. Okay. Donc, avant la fondation de l'île Jésus, c'est un monsieur des Prairies qui a perdu son chemin, qui voulait prendre le fleuve Saint-Laurent, qui se ramasse sur la rivière que les Hurons appelaient la Scawanoti, qui veut dire la rivière en arrière de l'île. Et la rivière, elle, des Mille-Îles, il y a un Français qui vient en embarcation, il dit « Boutière, j'ai tellement d'îles ici, on dirait que 1000 îles. » Là. Et on l'a appelé aussi la rivière Jésus, l'île Jésus, mais aussi la rivière Saint-Jean, en raison d'un explorateur, Boutiage, qui s'est perdu en 1608. Jean Nicolet. Okay. D'ailleurs, vous avez l'île Saint-Jean entre Saint-François et Terrebonne qui nous rappelle ça. Parce qu'il faut se rappeler, à la pointe est de Montréal puis de Laval, on se perdait souvent parce qu'il y avait 4 rivières qui s'offrent à nous. Vous avez le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles et la dernière, celle qui passe devant Repentigny. Je vous prends au dépourvu, n'est-ce pas? Là, vous me prenez au dépourvu. La rivière l'Assomption. Mon père, j'ai pêché. J'ai vraiment pêché, mais si je ne veux pas pêcher de façon supplémentaire, je dois arrêter cet entretien. Mais sachez que votre homélie, je vais vraiment la suivre à la lettre jusqu'à la prochaine fois. Allez en paix. Merci beaucoup. Dès le 17e siècle, les premiers colons arrivent ici sur le territoire de Saint-François, ce qui d'ailleurs fait de ce secteur de la ville de Laval le plus ancien.
La paroisse de Saint-François de Sales est fondée en 1702, mais ce n'est qu'en 1722 qu'elle est officiellement décrétée par le roi de France. En 1855, la municipalité l'est de façon érigée de manière définitive et elle prend le nom de Saint-François de Sales, tout comme Sainte-Rose de Lima, Saint-Vincent-de-Paul et aussi Saint-Martin. Parmi ces 4 municipalités d'origine sur l'île Jésus, Saint-François sera la seule à conserver l'intégrité de son territoire jusqu'à la création de la ville de Laval en 1965. En effet, aucune ville et aucun village ne seront issus d'un détachement du territoire de Saint-François-de-Sales. La municipalité ne connaît qu'un seul changement de nature administrative, soit lorsqu'elle devient la ville de Saint-François le 6 février 1958. La population de Saint-François-de-Sales demeure également stable pendant de longues années. Entre 1915 et 1950, on ne note pas d'augmentation significative de la population permanente de la municipalité qui demeure sous la barre des 1000 habitants. En effet, on note même une certaine baisse de la population, laquelle passe de 960 âmes en 1918 à 677 en 1925 pour remonter graduellement à plus de 800 personnes à l'aube des années 40. Par exemple, dans les années 30, la municipalité fait des représentations auprès des autorités ferroviaires, lesquelles menaçaient de fermer la gare de Saint-François. À ce moment, le train constituait le seul moyen de transport hivernal pour les agriculteurs qui désiraient vendre leur lait à Montréal. Au cours des mêmes années, la municipalité de la paroisse de Saint-François-de-Sales manifeste activement son appui à l'établissement d'un nouveau marché public à Montréal, lequel allait devenir le marché Frontenac. Ce dernier allait d'ailleurs pallier les problèmes de disponibilité d'espace et de conditions d'exploitation difficiles des emplacements du marché Bon Secours, jusque-là utilisés par les agriculteurs de Saint-François. Le développement résidentiel et la densification de la population qui s'effectue rapidement ici dans le secteur Saint-François-de-Sales est dû notamment à l'intensification des constructions des bungalows. Les gens qui désirent s'installer ici travaillent à Montréal, donc veulent avoir une qualité de vie ici à proximité de leur boulot. Dès le début des années 50, Saint-François-de-Sales connaît une augmentation marquée au niveau de la construction résidentielle. Selon les statistiques produites par la municipalité, plus de 1000 logements incluant principalement des maisons unifamiliales sont bâtis sur son territoire entre 1951 et 1963. En comparaison, une centaine de maisons avaient été construites sur ce même territoire entre 1916 et 1943. Les nouveaux développements amènent une augmentation rapide de la population de la municipalité, qui passe d'environ 1000 habitants en 1950 à 2500 habitants en 1958. En 1966, soit un an après la création de la ville de Laval, la population de Saint-François s'élève à un peu plus de 8000 habitants. Malgré le développement de la fonction résidentielle dès les années 50, le territoire de Saint-François continue d'être largement agricole. En 1953, par exemple, on y note la présence de 73 cultivateurs propriétaires comparativement à 87 10 ans plus tôt. En 1964, la municipalité prévoit même une remontée de la fonction agricole, alors que la moitié des 20 terres acquises préalablement par des spéculateurs avaient été reprises par des cultivateurs depuis l'incorporation de la ville de Saint-François en 1958. Imaginez-vous si on était en 1963, après plusieurs mois de travaux, il y a des centaines de citoyens ici de Saint-François-de-Sales qui sont sur place pour voir l'ouverture officielle de leur hôtel de ville. Le vendredi 13 octobre 1961, le service de police de Saint-François est en état d'alerte. Une bombe de fabrication artisanale aurait été déposée devant la porte de Joseph Lambert, gardien de prison pénitentiaire de Saint-Vincent-de-Paul, résident sur le boulevard Lévesque à Saint-François. Sans hésitation, l'agent de police Jean-Guy Crevier se rend sur les lieux pour récupérer l'objet suspect et l'amener à l'abri du public sur la montée du moulin. Dépêchés à cet endroit, des spécialistes inspectent la prétendue bombe pour découvrir qu'il s'agissait d'un canular. Néanmoins, la bravoure démontrée par l'agent Crevier lui vaut d'être promu sergent le 1er juin 1962. Et en 1965, lors des dernières élections municipales de la ville de Saint-François, il est élu échevin. La toponymie reflète souvent l'histoire d'un secteur. Voici quelques exemples de noms de rues du secteur de Saint-François nommés avant 1965. La place Berthelot a été nommée par la ville de Saint-François. C'était lors d'un conseil municipal en 1958. C'est pour rappeler la mémoire de M. François Berthelot, qui fut le deuxième seigneur ici sur l'île Jésus entre 1672 et 1675. D'ailleurs, il a été aussi auparavant secrétaire de la finance et aussi conseiller auprès du roi de France. Également, on doit aussi vous mentionner qu'il fut propriétaire ici de l'île
Jésus, mais qui appartenait en 1670 au père jésuite. Et c'est cette année-là donc qu'elle fut cédée à M. François Berthelot, mais ce n'est qu'officiellement en 1672 que le tout a été entériné. Fait inusité, François Berthelot ne vint jamais sur l'île Jésus, ni même en Nouvelle-France. Toutefois, plusieurs de ses décisions ont été importantes pour le développement de l'île Jésus et surtout du secteur Saint-François, avec la possibilité de défricher, de permettre aux colons de défricher. Eh bien, ceci permit le développement de cette partie ici de l'est de l'île Jésus, mais aussi de la construction d'un manoir. Avec le temps, M. Berthelot se départit finalement de l'île Jésus en 1675. Il céda l'île au premier évêque de Québec, François-Xavier de Montmorency-Laval de Montigny, donc qui s'emporta acquéreur en échange de l'île d'Orléans. La ville de Saint-François nomme la rue Charbonneau lors d'une résolution dans un conseil municipal qui se tient en 1962. Et pourquoi d'ailleurs ce nom Charbonneau? Ce fut probablement en l'honneur des familles d'Olivier Charbonneau et de Guillaume Labelle, son gendre, qui d'ailleurs furent probablement les deux premières familles à venir s'installer ici sur l'île Jésus et dans le secteur Saint-François de façon définitive en 1677. Selon des plans de l'île Jésus datant de 1911, où se trouve aujourd'hui l'actuelle rue Charbonneau, eh bien à l'époque, ces terrains appartenaient à Paul Charbonneau, qui fut probablement un descendant d'ailleurs d'Olivier Charbonneau. Le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de Saint-François-de-Sales nomme lors d'un conseil, d'ailleurs c'était en 1958, le nom de boulevard d'Émile-Île à cette importante artère routière qui fait évidemment toujours partie du territoire lavallois. Et c'est assez simple évidemment parce que la route longe l'important cours d'eau qu'est la rivière d'Émile-Île sur presque toute sa longueur. Connue de façon locale par la population à l'époque sous des noms non officiels comme les chemins Saint-François ou la route nationale. C'est aussi en 1958 là, pour éviter toute confusion qu'on nomme donc ce nom boulevard d'Émile-Île. Et quelques années plus tard, la ville d'Auteuil emboîte le pas également, désigne le nom de boulevard d'Émile-Île à cette voie qui traverse aussi son territoire. La ville de Saint-François nomme, lors d'une résolution, lors du conseil municipal en février 1960, la rue Derry. Elle le fut probablement nommée en l'honneur de M. Paul Derry, qui était à ce même moment conseiller municipal de la ville de Saint-François. Il le fut donc de juillet 1959 à août 1960.